Donc, merci pour cette invitation à ce webinaire. Je vais vous parler de maladies beaucoup plus rares que les hépatites virales, maladies hépatiques beaucoup plus rares qu'on appelle les maladies cholestatiques, la cholangite biliaire primitive, qu'on appelait avant la cirrhose biliaire primitive, et la cholangite sclérosante primitive. Alors, ce sont des maladies beaucoup plus rares, mais pour autant, elles font actuellement l'objet d'un intérêt tout particulier par les industriels pharmaceutiques pour plusieurs raisons. D'une part, parce que vous avez compris que les progrès dans les hépatites virales sont tels que et l'éradication du virus de l'hépatite C font que les industriels se tournent vers des champs d'investigation différents et thérapeutiques différents, en particulier sur la NASH, bien entendu, mais aussi sur ces maladies cholestatiques. Et d'autre part, parce que justement, les progrès dans la compréhension des mécanismes moléculaires de la cholestase ont permis d'identifier des cibles thérapeutiques, et on sait désormais qu'on peut compter sur plusieurs médicaments pour traiter ces maladies, ce qui n'était pas le cas il y a encore seulement quelques années, et le nombre d'essais thérapeutiques actuels en cours est vraiment impressionnant. Voici mes liens d'intérêt. Alors, avant de parler de ces maladies, je veux faire un petit rappel sur ce qu'on appelle la cholestase. La cholestase, c'est finalement l'ensemble des manifestations pathologiques associées à une diminution ou à l'arrêt de la sécrétion biliaire. Et comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la sécrétion biliaire a deux fractions principales. Une fraction de la bile majoritaire qui est sécrétée par les principales cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes, et cette fraction qu'on appelle la cholérèse canaliculaire permet au foie d'excréter en majorité les fameux acides biliaires, qui sont des molécules qui ont une certaine toxicité et qui, si elles s'accumulent dans le foie, peuvent engendrer des lésions importantes. Et puis une deuxième fraction, un peu minoritaire, mais qui est tout aussi importante, c'est la fraction ductulaire. Donc les canaux biliaires sont capables de sécréter une partie des constituants de la bile, essentiellement de l'eau, des électrolytes, mais aussi et surtout, j'attire votre attention, des bicarbonates. Et on sait aujourd'hui que les bicarbonates jouent un rôle protecteur vis-à-vis de la toxicité de ces fameux constituants toxiques que sont les acides biliaires, et protègent l'ensemble de l'arbre biliaire des attaques biochimiques de ces toxiques. Donc, toutes les pathologies qui vont diminuer soit la cholérèse canaliculaire, soit la cholérèse ductulaire, ou les deux du reste, vont pouvoir entraîner cette fameuse cholestase et des pathologies qui y sont associées. Alors, que sont les maladies cholestatiques? Ce sont des pathologies qui ont en commun justement le fait que la cholestase joue dans leur pathogénie un rôle promoteur majeur, c'est-à-dire que c'est la cholestase qui va déterminer la progression et le pronostic de ces maladies, que ce soit la cholangite biliaire primitive ou la cholangite sclérosante primitive, quel que soit le processus pathologique initial qui va entraîner cette cholestase dans un cercle vicieux va entraîner une accumulation des acides biliaires dans le foie qui vont elles-mêmes aggraver les lésions d'inflammation, d'apoptose, entraîner des lésions de fibrose, aggraver les lésions biliaires et finir finalement par la formation d'une cirrhose et de ses complications. Et donc, il est évident que la cholestase, dans ces pathologies, est une cible thérapeutique majeure pour enrayer le processus pathogène de ces maladies, quelle que soit, du reste, l'étiologie princeps. Alors, la cholangite biliaire primitive et la cholangite sclérosante primitive sont deux pathologies biliaires, c'est du reste la seule chose qu'elles ont réellement en commun. Et je vous montre sur ce schéma l'arbre biliaire qui, depuis le cholédoque, et vous voyez ici son abouchement à l'intestin, jusqu'aux cellules hépatiques du foie, les hépatocytes et les canalicules, vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement grand. Il y a une dizaine d'ordres de division des canaux biliaires, des plus petits jusqu'aux plus gros. Et c'est vrai que nous, on caractérise les cholangiopathies selon leur site anatomique de prédilection. Il s'avère que la cholangite biliaire primitive est une maladie qui ne touche exclusivement que les petits canaux biliaires, environ de 100 micromètres de diamètre. Alors que la cholangite sclérosante primitive, qui est fort différente, peut toucher à la fois tous les étages de l'arbre biliaire. Lorsque vous faites une biopsie à ces patients, vous pouvez avoir des lésions comme ici de cholangite fibrose et oblitérante, mais lorsque vous faites une IRM à ces patients, vous pouvez voir de multiples rétrécissements sur les voies biliaires, et c'est ce qui caractérise cette deuxième maladie. Donc, ce sont des maladies qui ont des sites anatomiques
globalement différents. Alors, si l'on regarde ces deux pathologies côte à côte, on s'aperçoit qu'elles ne touchent pas les mêmes populations. La cholangite biliaire primitive est classiquement une pathologie qui touche essentiellement la femme, puisque 90% des patients sont des femmes, alors que dans la cholangite sclérosante primitive, on va dire que près de 2/3 des patients sont des hommes. L'âge moyen est également différent. L'âge moyen de diagnostic de la CBP est aux alentours de 50 ans. Il n'y a pas de cas pédiatrique, en particulier de cholangite biliaire primitive, alors que dans la cholangite sclérosante primitive, on a affaire plutôt à des hommes jeunes d'âge moyen environ de 35 ans. Les prévalences sont globalement de 20 à 40 pour 100 000 pour la CBP et à peu près la moitié pour la CSP. On dispose pour la CBP, et on le reverra tout à l'heure, d'un outil diagnostique hors pair que sont les anticorps antimitochondrie, qui sont présents dans 90% des patientes atteintes de CBP et qui permettent aisément de faire ce diagnostic, alors qu'il n'y a pas réellement d'auto-anticorps spécifiques de la cholangite sclérosante primitive, qui n'est probablement pas en soi une maladie à proprement auto-immune. Dans la cholangite biliaire primitive, je vous l'ai dit, seuls les petits canaux biliaires sont atteints. De ce fait, l'IRM des voies biliaires est strictement normale, alors qu'elle est pathologique dans 90% des cas de cholangite sclérosante primitive, les 10% restants étant les cholangites sclérosantes qui ne touchent que les tout petits canaux. Ça peut arriver, ce qu'on appelle la small duct PSC. De même, dans la cholangite biliaire primitive, il n'y a pas d'association à une pathologie inflammatoire intestinale, ce qu'on appelle une MICI, alors qu'avec prédilection, les cholangites sclérosantes primitives sont associées, dans 2/3 des cas, à une colite inflammatoire, très souvent une rectocolite hémorragique, moins souvent une maladie de Crohn. Et on voit qu'il y a très vraisemblablement des interactions importantes entre l'intestin et le foie dans cette deuxième pathologie. Alors pour autant, ces deux maladies, du fait de la cholestase qu'elles entraînent, ont un risque de cirrhose et donc d'insuffisance hépatique, et chacune d'entre elles représente environ 5% des causes d'indication, enfin des indications de transplantation hépatique actuellement sur les listes d'attente de greffe du foie. Concernant le risque de cancer, autant dans la cholangite biliaire primitive, ça ne concerne que les patients qui ont atteint le stade de cirrhose et donc ils sont sujets au risque de carcinome hépatocellulaire. Dans la cholangite sclérosante primitive, c'est un énorme problème puisque le cholangiocarcinome peut survenir à tous les stades de la maladie et il est très difficile, son diagnostic est très difficile à faire. Ce qui fait que c'est un enjeu majeur actuellement, le dépistage du cholangiocarcinome dans cette pathologie. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que, puisque ces patients ont très souvent une colite inflammatoire, ils ont également un risque accru de cancer colorectal. On sait que l'association cholangite sclérosante primitive, rectocolite hémorragique est particulièrement sujette au risque de cancer du côlon. Alors, je vais vous faire maintenant détailler un petit peu les pathologies l'une après l'autre. La cholangite biliaire, je vais commencer par la cholangite biliaire primitive. Un brin d'épidémiologie. Je vous l'ai dit, c'est une pathologie qui touche essentiellement la population féminine, comme vous montre ce histogramme d'incidence par classe d'âge de cette pathologie. Vous voyez que essentiellement des femmes. Vous voyez qu'il n'y a pas de cas pédiatriques. Les tout premiers cas sont entre 30 et 40 ans. Pour autant, lorsque l'on regarde spécifiquement la population féminine en France, même s'il s'agit d'une maladie rare, on obtient une prévalence d'environ une femme de plus de 40 ans ou 45 ans sur 1000, c'est-à-dire finalement une prévalence proche des maladies inflammatoires intestinales comme la RCH et la maladie de Crohn, toute proportion gardée bien entendu, puisque ça ne concerne là que la population féminine. On estime qu'une prévalence en France d'environ 15 000 cas, mais la maladie est très vraisemblablement sous-diagnostiquée, car il existe dans cette pathologie complexe et multi-étapes de très nombreuses formes minimes asymptomatiques qui ne sont pas dépistées ou qui le seraient si on faisait à titre systématique un dosage des phosphatase alcalines à toutes les femmes en France. Et évidemment, c'est ce qu'on ne fait pas et ce n'est pas préconisé. Alors la physiopathologie de la cholangite biliaire primitive a fait d'importants progrès, mais reste quand même très nébuleuse. Ce qu'on sait désormais, c'est que c'est une pathologie multi-étapes, et finalement, la pathologie qu'on pensait purement auto-immune, on va voir que finalement,
probablement qu'une cascade de perte de tolérance immunitaire qui va jouer un rôle, mais en aval, alors que le premier mécanisme est probablement une diminution de la sécrétion biliaire des bicarbonates, ces fameux bicarbonates qui sont censés protéger les cholangiocytes. Pourquoi cette sécrétion diminue? Parce qu'il existe probablement une susceptibilité des cellules épithéliales biliaires à des agents pathogènes actuellement encore non identifiés à diminuer cette sécrétion. Et donc, cette diminution de cette protection biliaire va entraîner des phénomènes de sénescence et d'apoptose des cellules épithéliales biliaires qui vont donc finalement challenger le système immunitaire par l'expression aberrante d'auto-antigènes et donc entraîner une perte de tolérance immunitaire pour certains de ces auto-antigènes, aboutissant donc à une agression du système immun contre les fameuses cellules épithéliales biliaires, une cholangite, puis une destruction de ces canaux, ce qu'on appelle une ductopénie. Finalement, la cholestase va s'installer de façon chronique et la fibrose hépatique et la cirrhose par la suite. Comment fait-on le diagnostic de cholangite biliaire primitive? C'est, je dirais, extrêmement facile dès lors qu'on y pense. Très souvent, les patients sont asymptomatiques ou font un bilan dans le cadre éventuel d'une fatigue. Il peut y avoir un prurite, c'est assez communément décrit dans la CBP, mais finalement, probablement qu'en pratique courante, seuls 30 à 40% des patients sont diagnostiqués réellement sur un prurite. Donc très souvent, il s'agit du dépistage sur une prise de sang systématique de paramètres de cholestase, à savoir une augmentation des phosphatases alcalines et de la gamma-GT associée. On fait le diagnostic si au moins 2 des 3 critères suivants sont présents. Augmentation chronique des phosphatases alcalines, présence d'anticorps anti-mitochondrie en immunofluorescence et confirmée en dot blot. Alors, il existe maintenant d'autres marqueurs également spécifiques auto-immuns de la CBP, que sont les anticorps antinucléaires de type anti-GP210 et anti-SP100, mais leur sensibilité est beaucoup moins importante. Du reste, les anticorps anti-mitochondrie, je vous l'ai dit, sont présents, eux, dans 90% des cas de CBP et sont spécifiques à quasiment 95%. Autrement dit, aujourd'hui, on fait le diagnostic de CBP si on a ces 2 paramètres associés. C'est comme ça qu'on fait le diagnostic dans la plupart du cas. Dans la biopsie du foie, est souvent inutile. Elle reste nécessaire lorsque, notamment, la sérologie est prise à défaut ou lorsqu'on suspecte une comorbidité hépatique, que ce soit une NASH ou une hépatite auto-immune, par exemple. Alors, justement, hépatite auto-immune, j'en parle un petit peu parce que brièvement, il existe un phénotype un peu particulier de cholangite biliaire primitive, sans rentrer dans trop de détails, qui est ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement, l'overlap syndrome. C'est une forme d'entité, c'est une entité controversée dans le microcosme des spécialistes de cette maladie, mais quoi qu'il en soit, il existe chez 10% des patientes atteintes de CBP des signes associés qui évoquent fortement le diagnostic d'hépatite auto-immune. Ce sont souvent des femmes plus jeunes, avec des transaminases beaucoup plus élevées que ne le suggérerait la cholestase, une augmentation importante également des gamma-globulines dans le sang, avec parfois des auto-anticorps anti-muscle lisse. Et lorsque l'on fait des biopsies chez ces patientes, il y a beaucoup plus d'inflammation que dans une cholangite biliaire primitive traditionnelle. Il est important de faire ce diagnostic parce qu'il est conseillé d'utiliser les traitements des 2 pathologies pour aboutir à la rémission de la maladie. Si on ne traite que la cholangite biliaire primitive, l'hépatite auto-immune associée va continuer de léser le foie. Alors, une fois qu'on a fait un diagnostic de cholangite biliaire primitive, eh bien, on essaye d'évaluer sa sévérité. Et tout à l'heure, nous avons vu dans l'exposé de Vincent Leroy que nous disposons actuellement de marqueurs biochimiques, des marqueurs également physiques comme l'élastométrie, et puis évidemment des marqueurs histologiques. Alors, la biopsie étant de moins en moins faite, l'évaluation de la sévérité de la maladie va aujourd'hui reposer essentiellement sur des marqueurs biochimiques et l'élastographie, et principalement le fibroscan, qui est le mieux validé dans cette pathologie. Et on voit que la bilirubine, l'albumine jouent des rôles importants dans l'évaluation du stade de la maladie initiale. Vous voyez, c'est des paramètres assez basiques, mais très robustes, et qui permettent, en accord avec, en association avec l'élastométrie, de savoir si on a affaire à une maladie avancée ou à une maladie précoce. Il existe d'autres marqueurs dits de fibrose, comme le score APRI ou le score ELF, qui est, je crois, maintenant la propriété justement de Siemens. Ces marqueurs peuvent être utilisés, mais sont pour le moment, en tout cas en France,
beaucoup moins utilisé que l'élastographie à cet effet. Alors une fois qu'on sait si on a affaire à une forme sévère ou pas sévère, de toute façon, on n'a qu'un seul traitement de référence actuellement aujourd'hui à proposer. Ce traitement, c'est l'acide urso-désoxycholique. L'acide urso-désoxycholique, c'est cette molécule qui est en fait un acide biliaire dérivé de la bile d'ours brun et qui est un acide biliaire qui est à l'état de trace dans la bile humaine, mais qui est hydrophile essentiellement du fait de ce groupement hydroxyle en 7-bêta. Et ce groupement hydroxyle va rendre compte des propriétés cholérétiques de cette molécule qui va d'une part rentrer en compétition avec la réabsorption des acides biliaires endogènes et donc va enrichir le pool circulant par cette molécule qui finalement est protectrice des cellules hépatiques. Et puis d'autre part, a des effets maintenant parfaitement bien démontrés sur la stimulation de la cholérèse hépatocytaire, mais aussi de la cholérèse ductulaire et notamment de la sécrétion des bicarbonates. Donc on voit bien que cette molécule finalement va cibler les 2 étages de la cholestase, ce qui est une bonne chose. Est-ce qu'elle est effective dans les faits? Eh bien, ça a été un long débat pendant de nombreuses années, en particulier parce que les Anglais n'étaient pas, disons, convaincus des premiers résultats. Mais oui, maintenant, c'est le traitement de référence reconnu par tous les experts de cette maladie. Vous voyez ici la combinaison des 3 principaux essais thérapeutiques de la UDC dans les années 90 qui montraient le bénéfice sur la survie sans transplantation d'avoir un traitement précoce par l'acide urso-désoxycholique et dernièrement, sur de très grandes cohortes de patients, en utilisant des scores de propension, il a été clairement établi qu'il fallait être traité par AUDC, que si on n'était pas traité par AUDC, eh bien on avait une diminution de ses chances de survie d'environ 50%, ce qui est considérable. Alors, on va voir que pour autant, l'AUDC n'est pas forcément miraculeux chez tous les patients. Et il est très important de savoir si on a affaire à un patient à risque au début du traitement ou pas. D'ailleurs, au début du traitement ou sous traitement. Donc, actuellement, on a des indicateurs de sévérité avant traitement. Donc, c'est le stade avancé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les femmes plus jeunes, de moins de 45 ans, ont souvent des formes plus agressives de la maladie, de sorte qu'il faut être attentif chez les formes jeunes de cette maladie. Lorsqu'il existe un prurite sévère, c'est effectivement souvent le cas d'une pathologie également très agressive. Mais un élément déterminant du pronostic est aujourd'hui la réponse biologique à l'acide urso-désoxycholique, la molécule dont je viens de vous parler, qu'on évalue généralement au bout d'1 an, et qui permet de savoir si on va pouvoir maintenir les patients simplement sous ce traitement ou s'il va falloir envisager d'autres traitements en complément de l'acide urso-désoxycholique. Alors c'est ce qui illustre cette figure, toujours issue de la très grande cohorte du Global PBC Study Group, qui montre que les patients qui ont une réponse incomplète à l'acide urso-désoxycholique, donc qui est évaluée sur des paramètres simples, hein, les phosphatases alcalines, la bilirubine, parfois les transaminases après 1 an d'acide urso-désoxycholique, et bien lorsque vous avez une réponse incomplète à ce traitement, vous voyez que vous avez un pronostic moins bon que les patients qui ont une bonne réponse. Donc ces patients-là nécessitent certainement des traitements complémentaires. Alors pour autant, on voit que lorsque vous n'êtes pas traité par l'acide urso-désoxycholique, vous avez un pronostic encore moins bon que les patients en réponse insuffisante à l'AUDC. Autrement dit, il ne faut pas arrêter l'AUDC, même en cas de réponse incomplète, puisqu'il apporte un bénéfice par rapport à l'histoire naturelle de la maladie. Vous avez ici un algorithme de recommandation de prise en charge des patients selon la réponse biologique à 1 an, qui est grosso de la part de l'ISEL, hein, l'association européenne pour l'étude du foie. Et vous voyez que si vous avez des phosphatases alcalines supérieures à 1,5 fois anormale ou une bilirubine anormale au bout d'1 an de traitement, il faut considérer les 2e lignes de traitement actuellement disponibles ou des essais thérapeutiques. Alors, quelles sont ces 2e lignes thérapeutiques? Tout d'abord, les agonistes du récepteur FXR. Le récepteur FXR est le principal récepteur nucléaire des acides biliaires dans les cellules, dans toutes nos cellules, et c'est un peu le principal censeur de la cholestase, notamment au niveau des hépatocytes. Et il a été développé un agoniste semi-synthétique dérivé de l'acide kéno-désoxycholique
qu'on appelle l'acide obéticolique au début des années 2000. On s'est aperçu que cet acide obéticolique avait une affinité 100 fois supérieure à l'acide kénodésoxycholique pour le récepteur FXR et entraînait des effets anticholestatiques très importants dans les modèles expérimentaux. Et du reste, l'essai thérapeutique qui a été publié en 2007 dans New England Journal of Medicine, l'essai POISE, montrait que quand on était traité dans les deux bras de traitement, ici en orange et en bleu, on avait un bénéfice très significatif. Alors sur la biochimie, il faut être prudent, on améliore la cholestase. On ne sait pas si aujourd'hui, ce médicament permet d'améliorer la survie, mais il permet d'améliorer fortement la cholestase, qui elle-même est un facteur de mauvais pronostic pour la maladie. Alors cette molécule a eu une AMM depuis 2016 et elle est donc à disposition des cliniciens. Elle a un effet secondaire principal qui est l'émergence d'un prurit, ce qui est un petit peu embêtant chez les patients qui actuellement potentiellement ont déjà un prurit, mais ça peut être géré parce que c'est un effet dose dépendant. Et donc, on peut ajuster les traitements ou associer des traitements antiprurigineux pour rendre tolérable ce traitement. Quoi qu'il en soit, ce traitement est disponible. Un grand essai thérapeutique est actuellement en cours pour essayer de montrer qu'il a un effet réel sur la survie. Alors, les challengers de ces molécules sont les agonistes des récepteurs PIPAR, qui sont les récepteurs nucléaires des acides gras dans les cellules, qui jouent un rôle très important dans le métabolisme lipidique énergétique, mais on sait maintenant aussi dans l'homéostasie des acides biliaires et dans la cholérèse. Et donc, plusieurs observations, notamment au Japon, avaient suggéré que des vieilles molécules que sont les fibrates, et en particulier le bézafibrate, pouvaient avoir un effet bénéfique biologique. Et donc, l'essai thérapeutique Besurso, qui a été publié dans le New England en 2018, a confirmé qu'il y avait un effet très spectaculaire du bézafibrate chez les patients résistants à l'acide ursodesoxycholique, avec, vous voyez, une baisse très significative de 60% en médiane du taux de phosphatase alcaline. Chez ces patients, 2/3 d'entre eux normalisaient les phosphatases alcalines après 2 ans de traitement. L'intérêt du bézafibrate, alors qui certes pour le moment n'est pas homologué dans cette indication, c'est qu'il améliore également le prurit lorsqu'il y a un prurit préexistant, donc il y a quelque part un double intérêt. Il a lui aussi des effets secondaires, mais qui sont ceux connus habituellement avec les fibrates, l'un d'entre eux étant le plus fréquent étant la possibilité de myalgie. Là aussi, il faut être clair, les agonistes PIPAR n'ont pas d'effet prouvé sur la survie actuellement. Un dernier mot sur la CBP. Les patients les plus graves peuvent être greffés et on sait que, notamment dans les formes décompensées de cirrhose, la greffe est absolument nécessaire. Et on savait aussi que la maladie pouvait récidiver sur le greffon. Et ce taux de récidive est d'environ 31% à 10 ans, ce qui est loin d'être négligeable. Et les patients qui ont une récidive de la maladie après greffe ont également une augmentation du risque de perte du greffon et de décès. C'est démontré maintenant par une grande cohorte internationale. Dans cette étude que nous venons récemment de publier, et qui est une étude certes rétrospective, donc observationnelle, pas interventionnelle, on a pu montrer que les patients qui bénéficiaient d'un traitement préventif par acide ursodesoxycholique dès la transplantation avaient, comme vous pouvez le voir ici, une diminution très significative du risque dans le temps de développer une récidive de la maladie, mais aussi ça se traduisait par une diminution du risque de perte de greffon, une diminution du risque de décès. Donc aujourd'hui, l'AUDC peut être également utilisée en post-transplantation dans un souci de prévenir la récidive de la maladie et ses complications. Alors la deuxième partie sera consacrée bien entendu à la cholangite sclérosante primitive. La cholangite sclérosante primitive, en termes d'épidémiologie, je vous l'ai dit, c'est plutôt une pathologie plutôt d'hommes et d'hommes jeunes, comme vous le montre cet histogramme d'incidence de la maladie en fonction des classes d'âge. Vous pouvez voir qu'il existe également des cas pédiatriques de cholangite sclérosante primitive, à la grande différence de la CBP. Donc ça peut toucher l'enfant, en particulier l'enfant qui ont une hépatite auto-immune associée. C'est ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement, nous y reviendrons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette maladie est très souvent associée à une maladie inflammatoire intestinale, une rectocolite hémorragique, qui souvent précède de 5 ans en moyenne le diagnostic de la cholangite sclérosante primitive. Un point important à noter, c'est que la prévalence de cette maladie est croissante actuellement.
Et donc, ce qui rend aussi également son intérêt en termes de santé publique. Alors, la physiopathologie est là aussi un peu nébuleuse, probablement multi-étapes, comme le montre ce très beau schéma issu d'une revue de Carlsen récemment dans le Journal of Hepatology. Ce que l'on sait, c'est qu'il existe des facteurs génétiques, mais ces facteurs génétiques de prédisposition, les études GWAS l'ont montré, ne rendent compte que de 10% finalement des mécanismes physiopathologiques probables de la cholangique sclérosante primitive. Ce qui joue probablement un rôle majeur et princeps, c'est le crosstalk entre les voies biliaires et l'intestin, et l'existence d'une dysbiose intestinale, d'une auto-inflammation intestinale, d'une hyperperméabilité intestinale, facilitant les translocations d'agents pathogènes ou de molécules pro-inflammatoires vers les voies biliaires, joue vraisemblablement un rôle important. Et donc, il faudra probablement à l'avenir non seulement cibler la cholestase et les voies biliaires, mais probablement le côlon également. Un autre phénomène qui intervient probablement dans la pathologie de la cholangique sclérosante primitive, c'est le concept de la mauvaise bile, de la bile toxique. Parce que effectivement, dans la cholangique sclérosante primitive, il y a une diminution de la sécrétion des bicarbonates, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fameuse protection des bicarbonates. Il y a une accumulation de cellules inflammatoires, de produits inflammatoires qui vont rendre plus visqueuse la bile et plus prompte à développer une colonisation bactérienne, voire une infection, une dysbiose bactérienne. Les cholangiocytes, les cellules épithéliales biliaires qui vont être au contact de cette mauvaise bile, vont développer un phénotype particulier, un pro-inflammatoire dit activé, qui lui-même va favoriser une réponse immunitaire inadaptée, adaptative ou innée, qui va accroître l'inflammation autour de ces canaux biliaires et promouvoir une fibrose très importante qui va faire ce qu'on appelle une fibrose concentrique et entraîner des rétrécissements que vous voyez ici sur l'ensemble de l'arbre biliaire, la fameuse sclérose biliaire et la cirrhose, puis ses complications. Donc les traitements devront essayer de cibler ces différentes étapes multipathologiques. Alors comment fait-on un diagnostic de cholangique sclérosante primitive face à une cholestase biologique qui peut être là souvent associée à des symptômes tels que douleur abdominale, fatigue, perte de poids, éventuellement fièvre dans le cadre d'angiocolite? Eh bien, le premier examen, c'est de vérifier l'état des voies biliaires par une imagerie, et le cholangio-IRM est un examen roi montrant de multiples sténoses multifocales, comme vous pouvez le voir sur cette observation où on voit bien qu'il y a des rétrécissements multiples sur ces voies biliaires. Le plus souvent, ça touche à la fois l'arbre biliaire intrahépatique, mais aussi le cholédoque, c'est-à-dire la voie biliaire principale. Dans un quart des cas, ça ne touche que les voies biliaires intrahépatiques. La forme touchant uniquement le cholédoque est extrêmement rare. Dans cette situation, il faut avoir le souci d'éliminer les causes rares de cholangite sclérosante dites secondaires, qu'elles soient calculeuses, auto-immunes comme les cholangites à IgG4 ou post-chirurgicales. Ça représente que 5% des cas. Et puis, il existe une cholangite qui ne touche que les tout petits canaux biliaires. Dans ce cas-là, l'IRM est normal et seule la biopsie permet de faire le diagnostic. Alors vous voyez, il y a encore une parenté entre la CBP et la CSP, puisque également dans la CSP, on parle de forme mixte, puisque chez les enfants en particulier ou de jeunes adultes, on observe des associations entre la cholangique sclérosante primitive et des formes très inflammatoires ressemblant à l'hépatite auto-immune dans 10% des cas à peu près. Là aussi, il est important de faire ce diagnostic pour pouvoir associer les deux traitements et traiter au mieux les patients. On fait également une évaluation du stade de la maladie avant d'envisager un traitement. L'examen roi actuellement, c'est l'élastographie, encore lui, mais il existe des alternatives comme l'élasto-IRM, qui est donc une élastographie par résonance magnétique. Vous avez également le score ELF, qui est fortement utilisé dans les essais thérapeutiques actuellement comme marqueur de fibrose. L'histologie reste, pour les essais thérapeutiques, un gold standard, parce qu'il y a finalement assez peu de marqueurs de fibrose validés dans cette pathologie. Des scores multiparamétriques complexes ont été développés, mais sont peu utilisés en pratique clinique. Donc l'élastographie, en tout cas enfant, joue un rôle majeur. Alors, je reviens sur le risque de cancer au cours des cholangites sclérosantes primitives. Donc, c'est un point essentiel parce qu'il va déterminer le rythme de surveillance.
Vous avez ici à gauche l'incidence progressive sur la courbe foncée des cancers biliaires, sur la courbe grise claire des cancers colorectaux. L'incidence est d'environ 0,5% par an de cancer biliaire, passé les 2 premières années. Et puis, le risque de cancer colorectal est également augmenté. Vous voyez, 400 fois pour les cancers biliaires, 5 fois pour les cancers colorectaux par rapport à la population générale. Donc, il est évident que chez ces patients qui ont en plus une colite inflammatoire, il va falloir faire des coloscopies de dépistage beaucoup plus fréquentes. Et la recommandation, qui est assez drastique actuellement, est de faire des coloscopies annuelles chez ces patients qui ont une cholangite sclérosante primitive et une MICI associée. Vous voyez que quand on compare les patients qui ont ces deux pathologies, CSP et MICI, contre simplement les patients qui ont une MICI, le taux de cancer d'incidence est beaucoup plus important dans le premier groupe, ce qui valide la nécessité d'un dépistage rapide, enfin, je veux dire fréquent du cancer colorectal chez ces patients. Alors pour ce qui est de, je reviens sur le cancer des voies biliaires, il n'existe actuellement aucune modalité qui ait fait preuve de son efficacité pour le dépister. Néanmoins, la plupart des cliniciens qui suivent ces patients préconisent une IRM des voies biliaires une fois par an. Mais la validation de cette approche n'est pas établie. Alors, est-ce que l'on peut faire le parallèle avec l'acide urso-désoxycholique dans la CSP? Est-ce que cet acide biliaire hydrophile va pouvoir améliorer les patients? Il y a eu plusieurs essais thérapeutiques. La plupart montrent qu'on obtient une amélioration des paramètres biologiques. Malheureusement, et ça, je vous montre l'essai thérapeutique scandinave qui a été suffisamment long, avec suffisamment de patients pendant 5 ans, n'a pas montré d'effet bénéfique sur la survie de l'acide urso-désoxycholique. De sorte qu'aujourd'hui, il est convenu qu'il n'existe pas de traitement de référence dans la cholangite sclérosante primitive. La prescription d'AUDC est laissée à la charge du clinicien qui suit le patient. On va dire que plus de 50% quand même des hépatologues, notamment en Europe occidentale, utilisent l'acide urso-désoxycholique, mais par exemple aux États-Unis, dans certains pays scandinaves notamment, ils n'utilisent pas l'acide urso-désoxycholique. Donc il y a une hétérogénéité de prise en charge, et dans les essais thérapeutiques, souvent, les essais sont stratifiés sur l'utilisation de cette molécule avant traitement. Alors, que l'on traite les patients avec AUDC ou sans AUDC, quel est le pronostic de cette maladie, la cholangite sclérosante primitive? Il est beaucoup plus sévère que celui de la cholangite biliaire primitive. Vous voyez que lorsque l'on s'intéresse ici à cette courbe grise des patients suivis dans des centres tertiaires et notamment des centres de transplantation hépatique, l'espérance de vie sans greffe est d'environ 13 ans. Alors que lorsque l'on regarde une population en population générale, une population de patients en population générale, dans des centres hospitaliers moins spécifiques, finalement, donc, on a une vue moins biaisée du pronostic réel de cette maladie. Et là, l'espérance de vie sans transplantation en médiane est d'environ 21 ans. Mais c'est quand même très jeune, enfin c'est quand même très sévère pour une pathologie qui est parfois diagnostiquée à l'âge de 25 ans. Vous voyez bien que beaucoup de patients vont être greffés à des âges assez jeunes. Alors, quels sont les facteurs pronostiques de ces maladies pour évaluer la maladie? D'une manière générale, c'est du bon sens, mais c'est montré, la cholangite sclérosante des gros canaux est beaucoup plus sévère que celle des petits canaux. Le sexe masculin est plus prompt à faire des formes sévères. L'âge plus élevé au diagnostic et indépendamment des comorbidités. L'existence d'une rectocolite hémorragique est également associée à plus de pathologies, plus de risques de décès, un stade avancé et un antécédent de cancer colorectal parce qu'il augmente considérablement cet antécédent de cancer colorectal, le risque de cancer biliaire. Alors, en dehors de la pharmacologie, des traitements endoscopiques peuvent être proposés puisqu'il s'agit d'une pathologie sténosante des voies biliaires. Et lorsque l'on peut cathétériser le cholédoque, et s'il est vraiment rétréci de façon très importante, on parle de sténose dominante, on peut mettre en place soit des prothèses, soit plutôt, et c'est mieux d'ailleurs, de faire simplement des dilatations endoscopiques. Et vous voyez ici que le pronostic de la maladie est différent selon que l'on a ou pas ces fameuses sténoses serrées de la voie biliaire principale. Donc il y a une approche logique de vouloir calibrer ces sténoses pour les rendre plus dilatées. Mais il faut reconnaître qu'actuellement, il n'y a aucune démonstration de décès thérapeutique qui a prouvé que cette approche versus non-intervention soit vraiment bénéfique pour le patient. Mais on pense que c'est éthique de le faire.
parce que ça améliore la biologie et du coup ça empêche, et sur des études historiques comme celle-ci qui sont très anciennes, on pense que ça permet d'améliorer le pronostic par rapport à l'histoire naturelle de la maladie. Donc c'est un des soucis des cliniciens, c'est de vérifier qu'il n'y a pas un rétrécissement principal sur la voie biliaire principale qui pourrait faire l'objet d'un traitement endoscopique. Mais l'avenir nous promet probablement de nouvelles molécules, et les essais thérapeutiques actuellement sont nombreux au cours de la CSP. Les molécules actuellement en cours d'évaluation et les plus avancées sont l'acide nor-urso-désoxycholique, c'est une molécule qui est un cousin de l'acide urso-désoxycholique à qui on a retiré un carbone en position 23, et cette molécule est beaucoup plus cholérétique que la UDC en lui-même. Elle a un cycle de réabsorption choléhépatique extrêmement efficace qui permet d'entraîner une chólérèse bicarbonatée très très importante. Donc ça lave les voies biliaires et ça permet de protéger les voies biliaires. Et l'essai thérapeutique de phase 2 a montré que cette molécule administrée per os permettait de diminuer de manière significative la cholestase biologique, et un essai de phase 3 est actuellement en cours avec cette molécule qui est très prometteuse. Les agonistes FXR dont je vous ai parlé dans la CBP ont également une logique à être utilisée. Les essais de phase 2 ont montré que ça permettait d'améliorer les phosphatase alcalines dans cette maladie sur de courtes périodes, ici 24 semaines. Des essais thérapeutiques de phase 3 sont en cours avec ce type de molécules également. Et puis de la même façon, les agonistes PIPAR qui améliorent la cholestase au cours de la CBP peuvent améliorer la cholestase au cours de la CSP. Il s'agit actuellement d'études purement observationnelles, mais un grand essai thérapeutique français multicentrique va débuter prochainement dans les mois qui viennent, l'essai Bésasclair, qui va évaluer l'intérêt du bézafibrate dans cette indication particulière. Voilà, j'espère ne pas avoir été très long. Je conclus avec 2 dernières diapositives. Donc, la CBP et la CSP sont des maladies hépatiques complexes faisant intervenir des facteurs génétiques et environnementaux. La cholestase, c'est-à-dire la diminution de la sécrétion biliaire, vous avez compris, joue un rôle majeur dans leur progression et leur pronostic. Donc, les traitements de ces maladies doivent cibler prioritairement cette dysfonction. Le diagnostic de ces maladies se fait désormais, dans la très grande majorité des cas, sans recourir à la biopsie hépatique, uniquement sur des examens sérologiques, biologiques ou d'imagerie. Et leur stade s'évalue également maintenant, aujourd'hui, sur des paramètres biologiques simples, sur de l'imagerie et sur l'élastographie, en particulier par fibroscan. Sur le plan thérapeutique, l'acide urso-désoxycholique est le traitement de référence de la cholangite biliaire primitive. Il améliore la survie et prévient, on sait maintenant, la récidive de la maladie chez les quelques patients qui vont être greffés. L'acide obéticolique, c'est-à-dire les agonistes FXR, et le bézafibrate, les agonistes PIPAR, améliorent chacun d'entre eux la réponse biologique à la UDC chez les patients résistants à la UDC, et donc sont actuellement largement utilisés en 2e intention. Concernant la CSP, malheureusement, la CSP n'a pas de traitement de référence. La UDC améliore la biologie, mais il n'a pas d'effet démontré sur la survie. Il peut néanmoins être prescrit sans risque particulier. L'acide nor-urso-désoxycholique, les agonistes FXR, les agonistes PIPAR sont des pistes thérapeutiques prometteuses, et je vous ai montré que désormais de nombreux industriels dans la pharmaceutique sont sur les starting blocks. Enfin, la greffe du foie reste malheureusement le seul traitement efficace des formes tardives de ces maladies, mais lorsque les indications sont bien posées, il s'agit d'un excellent traitement. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation très complète et surtout parfaitement limpide sur à la fois la cholestase et puis ces 2 maladies, CBP et CSP, où tu as bien montré les quelques similitudes, mais beaucoup de spécificités. Alors, en attendant les questions, je suis certain que des questions vont arriver. Je peux commencer. J'avais une première question sur l'exploration biologique d'une cholestase. Donc, bien sûr, sur le plan clinique, on regarde les éléments d'orientation, les médicaments, le contexte et comorbidités. Assez rapidement, tu l'as dit, on demande une sérologie de la cholangite biliaire primitive avec des anticorps antimitochondries très spécifiques et puis des anticorps antinucléaires spécifiques.
Et puis si c'est négatif, on va à l'IRM. Et puis le problème quand même du diagnostic de la cholangite sclérosante primitive n'est pas si simple parce que l'IRM, c'est pas facile à interpréter. On se pose toujours des questions sur est-ce que réellement il y a des lésions significatives de sténose. Et puis une fois qu'on a dit oui, il faut savoir si c'est primitif ou secondaire. Alors est-ce que sur le plan de la recherche, on peut espérer, est-ce qu'il y a des candidats biomarqueurs qui sont à l'étude? Est-ce qu'on peut espérer, dans les années qui viennent, disposer d'un test biologique pour aider au diagnostic de CSP? Ou est-ce qu'on n'en aura jamais? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, autant pour la CBP, il y a de nouveaux marqueurs auto-immuns qui ont été récemment identifiés, qui semblent très spécifiques, mais de faible sensibilité, qui pourraient contribuer. Mais je pense qu'on fera difficilement mieux que finalement l'apport diagnostique des antimitochondries associées à la cholestase actuellement. Pour la CSP, malheureusement, non, on n'a pas de marqueurs biologiques ou sérologiques qui soient… alors, on peut avoir ce qu'on appelle des anticorps anticytoplasmes, des polynucléaires, mais comme on peut en avoir dans les Mickey, ça peut être un petit élément d'orientation, mais on n'a pas de marqueur spécifique. Le point que tu as souligné sur l'interprétation des IRM est un point crucial, parce qu'il est vrai que nous, centres tertiaires, on a souvent des radiologues experts et donc on ne craint pas de faux diagnostics. Il s'avère que toutes nos RCP sont remplies de faux diagnostics de cholangite sclérosante primitive sur des anomalies qui paraissent minimes et qui sont souvent à la limite de la discrimination, de la possibilité d'évaluation de l'IRM, hein, puisqu'il y a des limites à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il y a un effort énorme à faire dans la communauté des radiologues sur l'apprentissage de l'évaluation du cholangiogramme par IRM pour éviter des pièges classiques qui sont parfois absolument simples, hein, comme l'empreinte de l'artère hépatique sur le canal hépatique commun, qui est un grand classique et qui donne lieu à de nombreuses suspicions de cholangite sclérosante inutiles. Donc, mais effectivement, ce n'est pas facile. Il existe actuellement des algorithmes et certaines industries ont développé des outils d'imagerie médicale intelligente pour faire des diagnostics par intelligence artificielle sur la base de l'acquisition IRM de cholangite sclérosante primitive avec une bonne performance. Ce n'est pas rentré encore en pratique clinique, c'est des voies de recherche qui sont extrêmement intéressantes et qui à l'avenir, si on arrive à les ajuster, à les améliorer, permettront certainement d'aider les radiologues et les cliniciens pour un diagnostic de cholangite. Écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on voit des questions apparaître? Oui, alors il y a une question de Madame Larcher du CHU d'Angers. Les femmes qui font une cholestase gravidique sont-elles à risque de CBP? Alors non, ce qui peut se passer, c'est que la cholestase gravidique, c'est un groupe hétérogène de pathologies. Donc, le seul fait d'avoir des démangeaisons pendant la grossesse, ça peut être le fait d'être un premier signe de cholangite biliaire primitive. Mais si on prend l'entité nosologique cholestase de la grossesse, cholestase gestationnelle, qui est en fait un désordre des transporteurs biliaires suite à des variants génétiques, il n'y a pas de lien entre les deux. En revanche, c'est vrai qu'il faut faire chez une femme qui se gratte pendant la grossesse une recherche d'anticorps antimitochondries, un dépistage, pour vérifier qu'on n'est pas finalement sur la première manifestation d'une cholangite biliaire primitive. Donc c'est un diagnostic différentiel. Alors, Christophe, nous avons une question du professeur Anti qui te félicite d'abord pour ce très beau topo et il te pose la question de la conduite à tenir chez une patiente de 50 ans qui aurait un terrain dysimmunitaire et avec des anticorps antimitochondries positifs, mais sans cholestase et sans fibrose sur les tests non invasifs. Quelle est ta conduite à tenir dans cette situation ? Alors, c'est une situation qui est pas si rare que ça, parce que pour des raisons parfois variées, des panels d'auto-anticorps sont faits en milieu médical général ou en médecine interne, et on finit par découvrir ces anticorps antimitochondries sans qu'il n'y ait aucun stigmate clinique ou biologique en faveur d'une cholestase.
ces patientes peuvent éventuellement développer une cholangite biliaire primitive dans l'évolution. Je pense qu'il s'agit de formes probablement frustres et minimes de CBP, mais comme c'est une pathologie multi-étapes et par cascade, vous avez compris qu'on peut très bien vivre toute sa vie avec des anticorps anti-mitochondries sans jamais développer la CBP. Notre expérience montre que ce risque est d'environ 15% à 5 ans, donc c'est quand même pas négligeable. Donc on préconise, c'est l'ISOL, les recommandations européennes internationales qui disent qu'il faut faire un dosage de phosphatase alcaline une fois par an chez ces patientes et réitérer les sérologies pour vérifier qu'elles se confirment. Mais ce sera la biochimie finalement standard, les phosphatases alcalines, la gamma-GT, les transaminases qui vont permettre de dire si la patiente développe une CBP et nécessite un traitement. En dehors de ça, elle ne nécessite aucun traitement. Moi, j'avais une question supplémentaire sur les critères de réponse dans la CBP. Donc, tu l'as dit, le traitement de première intention et l'AUDC. Il y a des critères de réponse que ton équipe a largement contribué à définir, les fameux critères de Paris. Et puis, on a des données récentes qui suggèrent que quand on a des tests encore plus normaux que la normale pour la bilirubine, des phosphatases alcalines strictement normales au lieu de 1,5 fois la normale, c'est peut-être encore mieux en termes de prévention du risque de complications hépatiques à long terme. Alors, quelle est ta position aujourd'hui en pratique clinique? Qu'est-ce que tu exiges? Est-ce que tu en restes aux critères de Paris 2? Alors, je pense qu'il va déjà, si tous les médecins qui suivent des patientes de ce type faisaient une bilirubine, ce serait important parce que souvent on dit, bon, il n'y a pas d'ictère, donc on ne dose pas la bilirubine. Donc déjà, l'obtention d'un dosage de bilirubine totale me paraît important. Alors après, si on veut peaufiner, il faut descendre en dessous des 12 micromoles par litre si on veut peut-être optimiser les choses, mais en pratique clinique, on n'en est pas à ce niveau-là. Je pense qu'il faut simplement sensibiliser les médecins à bien doser la bilirubine en plus des phosphatases alcalines. Et des autres tests enzymatiques du foie pour évaluer la réponse au traitement. Nous utilisons les critères dits de Paris 2. Donc, dès lors que la phosphatase alcaline est supérieure à 1,5 fois la normale, la bilirubine anormale ou les transaminases supérieures à 1,5 fois la normale, on se pose la question du bien fondé d'un traitement de deuxième ligne. J'aimerais ajouter là-dessus qu'il y a de plus en plus d'études qui maintenant essaye d'anticiper la prédiction de la réponse biologique, à savoir, avant de débuter même le traitement, on peut, avec une bonne précision, savoir si le patient va être répondeur ou pas à l'acide urso-désoxycholique. On va probablement s'orienter à l'avenir, maintenant qu'on va disposer de plusieurs molécules, dont certaines bien tolérées, sur une prédiction et avoir un traitement à la carte en fonction des probabilités qu'ont les patients à bien répondre ou pas à ces traitements. Donc, je pense qu'à l'avenir, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas ce que l'on fait actuellement, mais je pense qu'à l'avenir, on évaluera la probabilité de réponse et on associera ou pas les traitements d'emblée selon cette probabilité. Et puis, puisqu'on parle de critères et d'objectifs thérapeutiques, donc dans la CBP, donc tu l'as dit, il faut être systématique et demander un bilan biologique, les phosphatases alcalines et pas oublier la bilirubine. Je crois que ce message est vraiment extrêmement important. Dans la CSP, à nouveau, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas de biomarqueurs. Dans les essais cliniques, généralement, les critères d'inclusion, c'est des phosphatases alcalines au-delà de 1,5 fois la normale. Pour les phosphatases alcalines, on a l'impression que c'est par analogie à la CBP, mais quel est le critère d'efficacité thérapeutique? Alors, il fait débat, il ne fait pas consensus. Il y a eu un position paper permettant d'évaluer ce que seraient les 4 principaux paramètres à checker chez ces patients pour évaluer la sévérité. Ce qui ressort, c'est la bilirubine, le fibroscan, l'histologie et les phosphatases alcalines. Donc avec ça, il faut se débrouiller. Ces paramètres ont des valeurs prédictives moins performantes que dans la cholangite biliaire primitive parce qu'il
il peut y avoir des variations très importantes. Par exemple, si vous avez une sténose d'une voie biliaire principale, si vous la dilatez, ben, vous allez améliorer ces paramètres. Et donc, du coup, effectivement, il est difficile parfois de les évaluer. Puis même au gré des poussées inflammatoires, des angiocolites, on peut avoir des variations vraiment très importantes de ces paramètres, ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise en termes de spécificité et de sensibilité. Mais pour le moment, c'est ces critères qui sont retenus. La plupart des essais gardent la biopsie comme un élément clé. Pour l'essai dont je vous ai parlé, qui va s'appeler Bésasclair, sur l'étude du bézafibrate dans la CSP, cette biopsie ne sera pas obligatoire. On va se baser sur des marqueurs non invasifs et notamment l'élastométrie et les phosphatases alcalines à bilirubine. Écoute, merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions et vraiment je te remercie infiniment parce que c'était extrêmement clair, c'est un point très complet, c'est une excellente overview sur ces maladies cholestatiques, maladies rares, complexes, mais tu l'as dit, beaucoup d'innovations, beaucoup de nouveautés et c'était extrêmement intéressant d'en faire le tour. Merci encore Christophe. Merci. Et de clore cette présentation sur les cholestases.